Stéphane David, vous êtes notaire à Meudon et rapporteur général du 121e congrès des notaires. C'est un moment important cette année parce que vous allez parler beaucoup de famille et c'est un thème qui ne vient pas pour la première fois. Les notaires sont bien connus pour être spécialistes de la famille. Oui, nous avons déjà eu un rapport en 1999 qui avait pour thème la famille, et depuis lors, de nombreux congrès se sont attachés à des questions spécifiques sur la famille. Maintenant, le congrès de 1999 date de 26 ans, donc beaucoup de choses ont évolué dans la famille, donc de manière sociétale, en droit de la famille, de manière plus juridique, et il nous est apparu nécessaire et très intéressant de remettre l'ouvrage sur le métier sur cette question de manière générale. Quant aux rapports qui ont pu s'égrener depuis 1999, qui ont touché à des points spécifiques, par définition, il s'agissait de points spécifiques, des éclairages très particuliers, et notre congrès et notre rapport notamment s'est voulu donc plus général, c'est-à-dire envisager les problèmes de droit de la famille de manière plus générale, même si au détour de certains développements, on a vu aussi quelques questions particulières, spécifiques, mais justement, les congrès précédents ont délimité en quelque sorte notre champ d'intervention, notre champ de réflexion. Des questions ont déjà été vues, envisagées, des propositions ont déjà été formulées, et nous, on s'est intéressé principalement à des questions qui n'avaient pas été vues, soit dans le cadre du congrès de 1999, mais encore une fois, l'évolution fait qu'il y avait beaucoup de choses à redire depuis lors, soit dans le cadre des congrès postérieurs, qui ont permis, je vous le dis, de délimiter le champ de notre intervention pour que l'on envisage des questions concrètes qui se posent à nos justiciables, des questions concrètes qui se posent à nos confrères, mais qui n'ont pas été envisagées dans les congrès précédents à l'aune de ces questions spécifiques qui ont pu être abordées dans ces diverses occasions. Et le rapport, qui est un travail de longue haleine, deux années de travail, vient de sortir. Oui, j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir vous le présenter. C'est un travail de longue haleine. Et moi je suis particulièrement sensible et presque ému de voir le travail réalisé, puisque c'est la consécration d'un travail de longue haleine de mes confrères qui faisaient partie de l'équipe. On a 9 rapporteurs, notaires, bénévoles, mais surtout qui n'ont pas pour habitude d'écrire. J'ai la double casquette, je suis universitaire par ailleurs, et je sais ce qu'est le fait d'écrire. Je dirais que moi, c'est presque dans mes gènes, mais mes confrères n'ont pas cette vocation, cette formation initiale. Leur formation, c'est d'être notaire. Et moi, j'ai été très agréablement surpris de constater pas leur facilité, parce que certains ont dû vraiment travailler, mais leur faculté, au gré des semaines, au gré des mois, de s'améliorer et de prendre du plaisir dans l'écriture et de pondre un tel rapport, près de 1000 pages de réflexion, de propositions, de mise en exergue des difficultés que l'on rencontre dans nos études au quotidien. Moi, je suis admiratif, c'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure, je suis admiratif du travail réalisé par l'équipe qui se matérialise au travers ce rapport aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas le métier premier d'un notaire d'écrire, donc de réfléchir aux questions, de proposer, c'est plus dans nos gènes. En revanche, d'écrire un tel ouvrage d'ordre scientifique, je suis admiratif du travail accompli par mon équipe, j'en suis très fier. Je sais que notre président l'est également. D'ailleurs, le thème du congrès met l'exergue aussi sur la créativité notariale autour de la famille. Oui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? J'ai laissé entendre tout à l'heure que depuis 1999 et le précédent congrès vraiment orienté uniquement famille, beaucoup de choses avaient évolué. Et notamment le droit de la famille. La famille a évolué, le droit de la famille a évolué. Il a évolué dans un sens où on donne de plus en plus de liberté à nos concitoyens. Nous sommes dans un pan du droit où depuis de longues années s'entremêlent des questions d'ordre public et au contraire de liberté des conventions. Et c'était un droit qui a longtemps été marqué par un fortement imprégné d'ordre public. Et cet ordre public a tendance à régresser, une sorte d'équilibre, de balance, au profit d'une plus grande
ode à la liberté, donc qui dit plus grande liberté offerte à nos justiciables, à nos concitoyens, dit une plus grande place à la créativité notariale, puisqu'on est censé répondre aux besoins de nos clients, et donc de faire preuve de créativité pour répondre à leurs souhaits, leurs désirs, qui sont d'autant plus, j'allais dire, variés que la famille a aussi évolué. Et j'imagine que vous alliez... J'anticipe peut-être sur une question sur l'idée de tribu, accompagner les tribus d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la famille a évolué et donc ce que je veux dire par là, c'est que nos clients, comment exprimer les choses ? On avait une sorte de modèle il y a des années en arrière et les questions qui revenaient dans nos études étaient souvent un petit peu les mêmes. Les problèmes étaient un peu similaires. Aujourd'hui, il y a une telle variété des situations que les questions qui nous sont posées au gré d'une journée varient et donc donne une plus grande part à la créativité notariale pour qu'on puisse répondre à ces besoins qui sont aujourd'hui diversifiés. La famille aujourd'hui, c'est pas la famille d'il y a 30 ans. On sait que ça a beaucoup évolué. Le droit, il a évolué. Et autour de la famille, il y a plusieurs droits aussi. Comment vous avez pu appréhender cette situation complexe ? Alors, on a une véritable réflexion menée par l'équipe sur la notion de famille. On s'est refusé à faire un ouvrage théorique ou philosophique, sociologique. Bien sûr qu'on s'est imprégné des études, notamment sociologiques, qui ont pu être faites, notamment dans le cadre de la Commission 1. Mais on s'est refusé de mener ce type de réflexion. C'est pas l'objet d'un rapport d'un congrès des notaires. L'objet, à mon sens, c'est d'envisager des problèmes pratiques qui se posent, essayer de proposer des solutions à nos confrères et donc aux concitoyens qui posent des questions en amont. On a mené une réflexion d'ensemble sur la famille, mais on l'a presque gardée pour nous, parce que d'abord c'est très difficile de mener une réflexion d'ensemble sur la famille. Le terme de famille, vous en avez peut-être une acceptation, j'en ai peut-être une autre, et au sein de l'équipe, chacun d'entre nous avait un regard particulier sur la notion de famille, et on a eu des débats passionnés qui ont débouché souvent sur plus d'interrogations finalement que de consensus. Donc on n'a pas basé notre réflexion dans le cadre du rapport sur la notion de famille au sens général. En revanche, ce qu'on a voulu, c'est pointer du doigt, mettre en exergue les difficultés soulevées dans nos études au quotidien par nos clients, essayer de trouver parfois des solutions, évidemment, au travers des propositions qu'on fera à Montpellier, trouver des solutions à ces difficultés-là. Passons en revue les 3 grandes commissions autour desquelles vous avez fait votre travail. C'est la naissance de la famille, la vie de la famille et le décès au sein de la famille. Alors, avec la naissance de la famille, vous avez dit il y a des choses qui ont parfois des questions philosophiques et autres, mais vous avez soulevé certains problèmes. Alors, quels peuvent être ces problèmes ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Bien évidemment. Alors, dans le cadre du rapport, on n'a pas pu passer outre, c'est la première partie de la Commission 1, sur le rappel de l'évolution de la famille, l'évolution du droit de la famille, justement parce que ça justifiait un intitulé qui n'a évidemment pas été choisi au hasard. Les tribus d'aujourd'hui, accompagner les tribus d'aujourd'hui, c'est l'idée que la famille a changé. Famille et créativité notariale, c'est l'idée que le droit de la famille a changé lui aussi, parce que le droit de la famille est un droit qui suit l'évolution de la société, l'évolution de la famille, et donc il a donné une plus grande place à la créativité notariale. Donc ça, on a voulu le mettre en exergue dans le début du rapport pour justifier nos propos et pour servir en quelque sorte de base au développement qui allait suivre. Et la Commission 1 s'est ensuite attachée à un plan très chronologique. D'ailleurs, c'est un plan chronologique que nous avons choisi dans le cadre du rapport. La vie de la famille, enfin la naissance de la famille, pardon, la vie de la famille puis le décès au sein de la famille, c'est un plan chronologique qui nous est apparu rationnel. Au sein de la Commission 1, on retrouve un petit peu ce plan chronologique puisque la partie 2, la partie 3 du rapport de la Commission 1 a trait à l'émergence du couple, puis à l'arrivée de l'enfant, ce qui paraît assez logique. On met le couple avant l'enfant plutôt que l'enfant avant le couple. Et donc, s'agissant du couple, on s'est intéressé à la faculté que peuvent avoir les membres du couple, qu'ils soient mariés ou pacsés, de choisir l'organisation patrimoniale. On s'est aperçu que, et ça c'est un constat qui a été fait par des équipes précédentes, je songe notamment au congrès de Marseille sur l'ingénierie notariale, c'est un constat qu'on a déjà fait, c'est que les Français
et on a fait un sondage dans le cadre du CSN il y a quelques mois, on se constate que les Français connaissent assez peu les rudiments de leur régime matrimonial, comme les partenaires, les pacsés, connaissent assez peu les rudiments de leur contrat paximonial, que l'on songe que les pacsés peuvent conclure un pax, soit chez un notaire, avec les conseils qui vont avec, soit en mairie, et qu'ils choisissent donc quelque part un peu au hasard leur régime paximonial. Ils ont une option sans qu'ils aient la moindre information sur l'option qui leur est offerte. Donc on est parti du constat que tant les époux que les partenaires avaient à la fois peu d'informations et aussi qu'il fallait peut-être leur donner un véritable choix et donner une vraie autonomie aux différents régimes qu'on peut leur proposer. On a trouvé à l'étude, à l'analyse, que les régimes étaient parfois complexes, que certains s'entremêlaient. Sans rentrer dans les détails, on a trouvé par exemple que le régime optionnel entre époux de la participation aux acquets collait beaucoup trop avec des règles du régime légal de communauté, alors que notre idée c'est d'offrir un vrai choix, donc d'offrir des règles peut-être de plus d'autonomie en participation aux acquets qui ressemblent moins à une communauté. Aujourd'hui, la participation aux acquets en France est organisée comme une sorte de communauté en valeur, comme une sorte de communauté bis. C'est dommage. Si on veut une communauté, on a le régime légal de communauté. Si on veut choisir un autre régime, autant que ce régime contienne des règles qui lui donnent une vraie autonomie, une vraie spécificité pour s'adapter aux besoins de notre clientèle. Donc, on a eu cette réflexion-là, tant en matière de mariage qu'en matière de pax, de proposer des règles, et de réfléchir en tout cas à des règles où on va donner plus de simplicité, mais aussi plus d'autonomie au régime, plus de simplicité vis-à-vis de notre clientèle, et plus d'autonomie entre les différents régimes patrimoniaux qui leur sont aujourd'hui offert. Alors, je ne parle pas des concubins volontairement parce qu'effectivement, les concubins se désintéressent de la loi, c'est ce que disait déjà Napoléon Bonaparte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les concubins font le choix d'une organisation où justement il n'y a pas d'organisation. Donc, peut-être que certains pourront être surpris ou déçus de ne pas avoir de long développement sur le concubinage dans le cadre du rapport, mais c'est un choix qui est un choix de fait. Les concubins ne viennent pas voir un notaire par définition. Ils viennent le voir quand ils vont acquérir un bien ou quand ils commencent à s'intéresser au devenir patrimonial du survivant d'entre eux. Mais ils viennent bien plus tard, pas au moment de la naissance du concubinage. Donc on ne les voit pas, les concubins, à la naissance du concubinage. Donc on n'a pas de proposition à leur faire. Au contraire des partenaires et des époux, pour lesquels on a un petit peu centré nos propos. Ça, c'est la partie 2 de la commission 1. Quant à la partie 3 de la commission 1, elle s'est intéressée à l'arrivée de l'enfant. Alors là, c'était assez intéressant parce que on a fait de longs développements sur l'enfant, et là, pour le coup, je vous disais qu'on a déjà eu des rapports qui ont réfléchi à la question de la famille. Très peu d'entre eux se sont intéressés à l'enfant, pour la bonne et simple raison, c'est que la question de l'enfant ne ressort pas de la compétence naturelle du notaire. Bien sûr qu'on peut indirectement envisager la question des enfants au travers une adoption, au travers le fait de préconiser pour nos clients une donation au profit des enfants. Mais on les voit, on traite de la question de l'enfant un petit peu indirectement, toujours à l'aune des clients qui sont devant nous, qui ne sont pas les enfants, qui sont les parents. Et donc là, on s'est évertué à faire de longs développements sur les enfants, parce que justement, c'est un point qui n'avait pas été traité par les précédents congrès. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que les précédents congrès nous ont finalement guidés dans nos choix d'orientation. Et là, voilà, c'est un choix d'orientation fort. On a voulu faire des développements sur l'arrivée de l'enfant parce que peu d'équipes avant nous s'étaient intéressées à la question. Après, dans la vie de famille, après l'arrivée de l'enfant, il peut y avoir aussi la fin entre guillemets de la famille avec le divorce. Oui, ça, c'est plutôt la deuxième commission qui s'intéressait à ça. Alors, de manière très constructive au début, ça c'est la partie 1 de la commission 2, c'est plutôt le côté ingénierie, les donations, le fait d'organiser les choses, le changement de régime matrimonial quand on veut changer d'orientation sur le plan patrimonial. Et puis, tout doucement, on a glissé vers une deuxième idée, l'idée d'entraide familiale, qui nous paraissait très importante. L'entraide familiale avait fait l'objet de longs développements dans le congrès de 2020 à Paris, donc on n'a pas voulu, toujours dans cette idée de choix d'orientation, on n'a pas voulu faire de longs développements qui avaient déjà été opérés, mais on s'est intéressé à des angles d'attaque qui n'avaient pas été vus par les précédentes équipes, et notamment l'idée de l'obligation alimentaire, qui est une obligation historique en droit civil, et qui mérite peut-être aujourd'hui une forme de dépoussiérage à l'aune des nouvelles tribus. L'obligation alimentaire, elle est vue souvent au sein d'une famille dite classique. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une obligation alimentaire entre le partenaire, les enfants de
on a réfléchi à tout cela. Et puis effectivement, dans la vie de la famille, une fois qu'on a vu l'organisation de la famille, une fois qu'on a vu l'entraide familiale, il fallait bien s'inquiéter ou s'intéresser à la famille déchirée, parce que c'est un pan important de nos dossiers dans le cadre de nos études, et c'est une préoccupation essentielle des justiciables et de nos clients. Donc effectivement, on s'est intéressé à la famille déchirée en essayant de mettre en exergue. On a orienté notre propos sur toujours dans l'idée d'envisager un angle d'attaque qui n'a pas été envisagé précédemment, sous l'angle de l'indivision, parce qu'on a beaucoup d'indivisions en matière de couple. Les époux séparés bien achètent souvent en indivision, les partenaires achètent souvent en indivision, les concubins achètent souvent en indivision, et même les époux communs en bien, une fois que leur régime matrimonial est dissous, se retrouvent dans une indivision. Donc finalement, on a beaucoup de nos clients qui sont soumis aux règles de l'indivision. Et les règles de l'indivision, ce sont des règles relativement anciennes. Là aussi, qui méritent pour certaines d'entre elles certainement d'être revues, dépoussiérées. Donc on s'est intéressé à l'indivision, et puis on s'est intéressé à un autre angle d'attaque, qui est le droit des sociétés. Parce que en droit, comment expliquer les choses? On a souvent des spécialistes de droit civil, de droit des sociétés, de droit des procédures collectives, de droit des sûretés, de droit des obligations, et on se mêle pas beaucoup. Les grands juristes autrefois, ils écrivaient des manuels, des ouvrages dans plusieurs matières. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. L'auteur en droit de la famille n'est pas l'auteur de droit des obligations. L'auteur de droit des obligations n'est pas celui qui écrit l'ouvrage sur le droit des sûretés. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et donc, souvent, quand on a un problème de droit des sociétés, soit c'est un civiliste qui l'envisage, à l'angle ou à l'aune du droit civil, soit c'est un spécialiste du droit des sociétés qui l'envisage à l'aune du droit des sociétés. Et donc on a parfois des règles ou des propositions doctrinales qui sont totalement inverses selon qu'elles sont envisagées à l'aune du droit civil ou du droit des sociétés. Donc nous, on a voulu entremêler tout cela. On a la chance dans notre équipe d'avoir des confrères qui sont spécialistes en droit des sociétés. On a un rapporteur de synthèse qui est le professeur Étienne Casimir, qui est un spécialiste du droit des sociétés. Et donc du coup, on a lié nos compétences réciproques, et on a pu envisager des solutions et mettre en place des solutions qui cette fois-ci n'étaient pas envisagées de manière autonome. Le civiliste d'un côté, le spécialiste des droits et sociétés de l'autre, mais plutôt des solutions où on échangeait et essayer de sortir des solutions, enfin de voir déjà les problèmes qui se posaient et d'envisager des solutions en mêlant nos regards. Et je trouvais ça assez intéressant. Et donc la question du divorce a été vue à l'aune notamment du droit des sociétés, ce qui n'est pas si fréquent. Voilà. Vous avez parlé des tribus. Et les tribus aujourd'hui, pourquoi les tribus? Pourquoi une famille est une tribu? Alors, je pense que la famille a été une tribu pendant très très longtemps. Aujourd'hui, c'est plutôt l'idée de tribu, c'est plutôt l'idée de nouvelles tribus. On n'a pas voulu être redondant, mais c'est l'idée qu'aujourd'hui on a des tribus dans le sens où on a plusieurs modèles familiaux. Alors, le modèle classique, je vais être extrêmement schématique, papa, maman et 2 enfants, est un modèle qui existe, sur lequel on a aussi planché. Il n'est pas question de laisser de côté la famille dite traditionnelle, sous prétexte qu'elle est traditionnelle, qu'elle est présentée un peu comme vieillotte. C'est notre quotidien dans les études. On a des familles traditionnelles qui viennent nous voir. Mais à côté de ces familles traditionnelles, on a toute une série de situations qu'on ne connaissait pas. De la famille monoparentale, la famille recomposée. On connaît tous les différents modèles familiaux qui aujourd'hui coexistent. Et le terme de tribu renvoie à l'idée qu'on envisage la question à l'aune de ces différents modèles familiaux, et que chaque modèle doit avoir ses propres règles, sans pour autant, aujourd'hui, nous semble-t-il, que l'un doit être considéré comme un modèle parmi tant d'autres. On ne va pas dire que les époux mariés sont meilleurs que les époux pacsés ou vice-versa. Il n'y a pas de jugement de valeur à porter. En revanche, ce qui est intéressant à noter, c'est que les règles civiles traditionnelles avaient trait à cette famille traditionnelle. Ce qui veut dire que pour les nouveaux modèles, si je puis dire, le modèle aujourd'hui en 2025, les nouveaux modèles commencent à prendre un petit peu de bouteille. Mais pour les nouveaux modèles, entre guillemets, certaines règles font défaut, ou certaines règles sont inadaptées. Et c'est là-dessus qu'on a appuyé notre propos. Pendant la vie de famille, il y a aussi la gestion patrimoniale des biens de la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, les notaires s'impliquent un peu plus, et est-ce qu'ils vont au-delà de la simple vente ou revente de biens immobiliers?
Ça dépend des confrères, hein, ça dépend de la structure du confrère, ça dépend de la masse des dossiers. Le notariat est varié lui aussi. Hein. Moi, j'ai eu la chance ou pas de faire partie d'une étude où je suis très spécialisé. Je suis en région parisienne, j'ai une masse de dossiers qui me permet de l'être. Un confrère de province, on a plusieurs dans l'équipe, ils ne peuvent pas se permettre d'être spécialisés sur un point. Ils font du notariat dans tous ces aspects à longueur de journée. Donc tout cela pour vous dire que certaines études ont la structure pour aller plus loin sur la gestion patrimoniale et font de ce qu'on appelle une forme de gestion de patrimoine, bien évidemment. Et d'autres confrères sont plus concentrés sur un notariat classique qui est déjà extrêmement riche. Hein. Je veux dire, quand vous parlez de gestion de patrimoine, une grande partie de l'activité notariale se suffit en tant que telle, en termes de gestion de patrimoine. Quand on parle de donation, ne serait-ce que de donation, de testament, enfin, les actes classiques en droit de la famille sont déjà des actes de gestion qui suffisent pour de nombreux clients. Après, pour des clients plus spécifiques, c'est autre chose, parce que après, c'est pas pour rien que, encore une fois, le congrès de Marseille avait trait à l'ingénierie notariale. C'est que là, il faut des compétences, il y a des questions spécifiques qui se posent, il faut des compétences particulières, et certains confrères font ça très bien. Effectivement, ils vont vers une gestion patrimoniale qui est beaucoup plus pointue en termes de droit des sociétés, sur des questions vraiment plus pointues, pacte du trait, etc. C'est des questions que l'on envisage également dans le rapport, parce que nous avons la chance au sein de l'équipe d'avoir certains de nos confrères qui ont cette compétence pointue. Vous pensez bien qu'on s'est servi lâchement de leurs compétences pour aborder ces questions qui, pour le coup, n'avaient pas toujours été traitées dans les congrès précédents. Ce qui nous amène aussi à la succession et au décès dans la famille. La troisième commission qui a concentré ses travaux sur quelle problématique? 3 angles d'attaque pour 3 parties. Un angle d'attaque plus généraliste sur les problèmes de positionnement des héritiers. Donc là, pour le coup, on prend un peu de hauteur. On s'est interrogé notamment à la situation du conjoint survivant, à l'aune des nouvelles tribus, à l'aune des familles recomposées, à l'aune des difficultés que l'on rencontre dans les successions et qui, il faut bien l'admettre, se concentrent beaucoup, pas uniquement, mais beaucoup sur les familles recomposées. Je peux avoir un problème successoral et des vraies difficultés à régler une succession dans une famille dite classique. Mais il faut quand même admettre que on a statistiquement de plus grands risques de rencontrer des difficultés dans les familles recomposées. Donc là, la première partie de la réflexion de la commission 3 a eu trait à ces questions plus générales du positionnement des uns et des autres, et de la place de chacun, et donc la faculté que peut avoir le notaire d'essayer de concilier les intérêts en présence, notamment, mais pas seulement, encore une fois, dans le cadre d'une famille recomposée. La deuxième partie est plus technique, presque plus destinée à nos confrères, mais encore une fois, ça renvoie toujours à des questions soulevées par nos dossiers, donc des questions qui intéressent nos clients. C'est des questions plus techniques liées à la liquidation d'une succession. On n'a pas voulu faire l'impasse sur des questions qui sont jugées techniques, dont on aurait pu se dire, bon, on laisse ça de côté, c'est très technique, on va s'éviter de la sueur, on va rester sur des questions générales. Non, un membre de notre équipe s'est vraiment intéressé au sein de la commission 3 à ces questions liquidatives qui vont intéresser beaucoup de nos confrères qui sont parfois confrontés à ces questions lorsqu'il s'agit de déterminer le droit de chacun dans le cadre d'une succession. Mais souvent, encore une fois, dans le cadre d'une succession qui pose difficulté. Quant à la troisième partie de la commission 3, troisième angle d'attaque, donc les généralités, des questions très techniques de liquidation, technique. Troisième partie, une réflexion plutôt tournée vers le droit des sociétés, toujours en profitant de la compétence de nos confrères qui font beaucoup de droit des sociétés, ce qui n'est pas si fréquent que cela, et de la présence au sein de l'équipe de notre rapporteur de synthèse. On a des difficultés en cas de décès lorsque le défunt était chef d'entreprise, je schématise, et là encore, ce sont des difficultés qui avaient été peu envisagées par les congrès précédents, qui avaient d'autres angles d'attaque. C'est loin d'être une critique, bien évidemment, qui avaient d'autres angles d'attaque. Nous, cet angle d'attaque-là, il n'avait pas été développé, on a foncé, et donc la troisième partie est une partie très novatrice,
sur le droit des sociétés, un petit peu comme la partie sur l'enfant en commission 1. C'est les angles d'attaque que peu de congrès avaient eu jusqu'alors. On a profité de la compétence des membres de l'équipe pour s'y intéresser. Et donc le troisième angle d'attaque de la commission 3, c'est bien ça, c'est le droit des sociétés confronté au droit des successions et les difficultés que cela peut poser pour la pérennité de l'entreprise. Imaginez qu'un chef d'entreprise vient à décéder, il y a plein de questions qui se posent, hein, bien évidemment, un associé au sein d'une société, et donc on s'est intéressé à ces questions-là. Et à chaque congrès aboutit des propositions. Est-ce que vous avez déjà les propositions que vous souhaitez soumettre au pouvoir public ou bien il faut attendre évidemment les travaux du congrès pour dévoiler ces propositions? Alors je ne sais pas quand cette interview est destinée à être diffusée, mais nous sommes début juillet, donc heureusement, nous avons une petite idée des propositions qui seront formulées en 2 mois. Non, plus sérieusement, je souris parce que je sais que notre président est justement très sensible à l'avancée de nos propositions. Donc évidemment, bien évidemment, on a une grande idée des propositions que nous allons formuler. Elles sont sur le point, on est en train de les finaliser à ce stade-là. Un congrès s'organise de la manière suivante. Le congrès se tient en septembre 2025. L'équipe est focus sur le rapport jusqu'en janvier 2025 et puis de janvier à septembre, c'est les propositions qui vont vraiment sur lequel l'équipe va consacrer toute son énergie et toute sa concentration. Donc on met en place une bourse des propositions et plus on avance dans les mois, plus cette bourse devient précise au point d'arriver au nombre de propositions. En l'occurrence, nous, on est parti sur 13 propositions. Aujourd'hui, oui, les 13 propositions sont très avancées, presque abouties pour la plupart d'entre elles, ce qui est heureux. Et dans une semaine, pour tout vous dire, nous allons avoir un congrès blanc, une forme d'entraînement devant universitaires, devant des confrères qui vont nous poser des questions, qui vont nous mettre face à nos questionnements, face aux difficultés, face parfois à certaines insuffisances de nos propositions pour que celles-ci soient peut-être finalisées, retravaillées, pour que le jour J, on soit vraiment en mesure de faire des propositions qui tiennent la route et qui puissent, pourquoi pas, ensuite être suivies des faits et contribuer à la réflexion de nos pouvoirs publics sur des aménagements législatifs. C'est notre souhait le plus cher. Oui, donc ça peut aboutir à un travail législatif que vous allez proposer, ce travail au garde des Sceaux. Oui, c'est le travail post-rapport de toute l'équipe de la CNF, de l'association et évidemment du président, du rapporteur général. Un rapport ne se termine pas le lendemain du congrès. Enfin, le travail de l'équipe ne se termine pas au lendemain d'un congrès. Il y a la suite logique qui veut que les propositions soient portées, on dit qu'elles sont portées, auprès des pouvoirs publics pour que certaines d'entre elles, pourquoi pas, fassent l'objet d'une véritable réflexion et pourquoi pas de propositions de loi. On a aujourd'hui historiquement de très nombreux exemples, de très nombreuses illustrations de propositions de congrès qui sont devenues lois et ça fait la fierté de toutes les équipes et ce qui motive d'autant plus d'ailleurs les troupes quand il s'agit de réfléchir à des propositions dans le cadre du congrès. La famille et la société a beaucoup évolué, la famille avec la société. Du coup, j'imagine que le droit aussi doit évoluer. Alors le droit a beaucoup évolué. Le droit de la famille, moi j'enseigne le droit de la famille depuis 20 ans et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants de première année, c'est un droit qui est passionnant parce que c'est un droit qui colle à l'évolution de la société, à l'évolution des sciences. C'est un droit qui est un droit très factuel, très in concreto. Voilà, très in concreto. Donc effectivement, le droit de la famille évolue, mais il évolue toujours avec un certain retard. La famille a changé, de nouvelles tribus sont arrivées sur le marché, si je peux m'exprimer ainsi, et le droit essaie de coller au maximum, mais il a toujours un petit décalage. Et nous, notaires, je crois qu'on est, je vais être extrêmement immodeste, mais les mieux placés pour ressentir le besoin de nos justiciables, parce que nous, on a nos clients à longueur de journée dans nos études, et on voit les questions qui sont posées 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, et on est vraiment extrêmement bien placés, surtout dans des domaines comme celui du droit de la famille, pour voir quelles sont les lacunes du droit, les manquements et les insuffisances de notre droit, et donc pour mettre en relief ces insuffisances, et parfois, on l'espère, pour proposer des solutions qui soient adaptées, qui soient pérennes.